Chamengo. On aimerait recueillir ton témoignage dans le cadre de notre chaîne Il nous inspire de Chamengo. Et j'aimerais donc que tu te présentes, que l'on sache qui tu es, si tu peux décliner ton nom, ton prénom et ce que tu fais. Alors, Nicolas Palangier, donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis un passeur de mon activité, puisque j'ai transmis mon entreprise, mon projet, mon bébé, on va dire, qui a déjà un petit peu grandi, à Quentin, qui a repris la compagnie du bicarbonate, entreprise que j'ai fondée il y a une dizaine d'années maintenant, et qui compte une équipe, qui réunit une équipe d'une quinzaine de personnes. Voilà, donc je suis un passeur aujourd'hui, un passeur d'expérience. Alors, avant d'être un passeur et un créateur, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours qui t'a conduit à créer donc la compagnie du bicarbonate? Alors, j'ai finalement un parcours assez classique, hein. J'ai fait des études. Voilà, plutôt des études de commerce d'ailleurs à l'origine, mais avec une forte teinte technique. Et j'ai repris des études de chimie un petit peu plus tard pour compléter ces connaissances. Et j'ai travaillé dans des grands groupes. Donc moi je suis un homme d'industrie. Je voulais travailler dans l'industrie et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donc participé au développement et vendu des produits chimiques, pas très sympas pour certains. Et j'ai pris conscience que la chimie peut être quelque chose de très positif, peut être quelque chose de très négatif, qu'elle est partout autour de nous et qu'on pouvait en tirer le meilleur comme le pire. Donc, et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un grand groupe industriel qui s'appelle Solvay, qui est le premier producteur mondial de bicarbonate, et j'ai été amené à être responsable du développement des nouvelles activités, des nouvelles applications de ce produit, le bicarbonate. Et j'ai été séduit par ce produit qui est un produit industriel, qui a plusieurs modes de fabrication, mais en tout cas qui est un produit industriel en Europe, mais qui a un cycle, je dirais, global très vertueux sur le plan écologique parce qu'il fait appel à des ressources minérales naturelles locales et parce qu'il est distribué de façon très locale aussi par la suite dans ses différents usages. Et je m'étais promis, lorsque je travaillais dans ce grand groupe industriel, de témoigner et de favoriser l'usage de ce produit à un niveau plus individuel. Ce que j'ai fait ensuite dans le cadre de la petite compagnie du bicarbonate qui est partie il y a 10 ans avec moi tout seul et puis qui s'est développée après et qui a intégré d'autres produits sûrs, simples et sensés, ce qui est notre leitmotiv, sûr, simple et sensé. D'autres produits comme les savons. Le savon est un produit absolument extraordinaire lorsqu'il est bien fabriqué aussi, comme les vinaigres qui sont des produits naturels avec lesquels on peut faire énormément de choses aussi. L'acide citrique, etc. Une sélection de produits naturels dont on a découvert les propriétés, qu'on a appris à combiner les uns aux autres et surtout qu'on a appris à faire découvrir et dont on a permis l'utilisation à la maison par on va parler de vulgarisation, non peut-être pas de vulgarisation, mais en tout cas d'explications simples à la portée de tous. Alors on va revenir sur la face obscure de la force. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu de pas très sympathique dans la chimie de ces dernières années? Alors, essayons de voir les choses de façon positive. J'ai vu des produits, effectivement, qui étaient des produits très efficaces, mais effectivement dont l'impact était très lourd. Mais ce qui a été positif, c'est que je les ai vus disparaître aussi, ces produits, après avoir fait pas mal de dégâts, malheureusement. On peut prendre l'exemple, j'ai travaillé par exemple sur, je ne sais pas si vous vous souvenez des CFC, les chlorofluorocarbures, qui étaient les produits qui détruisaient la couche d'ozone. On se souvient, il y a 30 ans, 40 ans, on voyait effectivement le trou se former dans la couche d'ozone et les scientifiques ont assez vite trouvé le coupable qui était ces fameux CFC, donc les gaz qu'on utilisait dans les aérosols et dans les réfrigérateurs, congélateurs, unités de réfrigération. Et on a vu effectivement que la couche d'ozone, petit à petit, s'est reconstituée et donc les ultraviolets en particulier, etc., ont été à nouveau filtrés, etc. Donc voilà, j'ai vu des choses très moches,
Il y en a encore, hein, beaucoup, mais je les ai vus aussi disparaître. Et j'ai vu des substituts se mettre sur le marché. Au niveau des produits d'entretien, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore plein de produits d'entretien? J'ai vu que 93% du marché était encore occupé par des produits d'entretien qui étaient quand même toxiques pour la santé et l'environnement. Oui. Oui, alors il y a tout. Dans les produits d'entretien, il y a beaucoup de composants dans les produits d'entretien qui sont communs avec les cosmétiques d'ailleurs. Hein. Pour les conservateurs par exemple, hein, les parabènes sont utilisés, enfin, sont en train de disparaître. Malheureusement, et c'est là qu'on voit les effets pervers quelquefois de l'hypercommunication, c'est que ces parabènes ont parfois été remplacés par des produits qu'on est allé rechercher dans des solutions qui étaient encore antérieures et qui étaient encore plus nocifs que les parabènes. Bon, ça c'est juste une parenthèse, mais effectivement il y a encore beaucoup de produits qui sont à proscrire dans les produits d'entretien. Je pense au SLS, hein, le sodium lauryl sulfate, le sodium laureth sulfate, etc. Ce sont des produits qui sont ni bons pour la santé ni bons pour l'environnement, qui sont en train d'être substitués par des choses d'origine végétale plutôt moins impactantes, mais finalement qui sont des produits qui servent à mousser essentiellement, hein, qui servent à rendre les produits plus agréables à la sensation, etc. Il y a tous les conservateurs aussi qui peuvent être effectivement nocifs. Mais alors le plus simple, c'est finalement de supprimer de tous ces produits-là et de revenir à des solutions beaucoup plus simples comme le bicarbonate, les savons. Hein, et quelques autres produits, les cristaux de soude, l'acide citrique, mais à ne pas mélanger n'importe comment non plus. D'accord, mais avant de revenir aux produits de nos grands-mères, pourquoi il y a eu une telle prolifération de ces produits qui sont nocifs? Quand toi tu travaillais et quand d'autres chimistes travaillaient sur ces produits, vous saviez en laboratoire que c'était dangereux. Donc c'est quoi? C'est le marché? C'est parce que les prix sont moins chers ou on vend des produits qui sont pas chers à produire et on fait des marges énormes et on met le paquet sur la communication? Comment toi tu peux expliquer le fait qu'il y ait eu 50 ans d'explosion de ces produits et que c'est pas fini? Alors c'est un cocktail de tout ça finalement, hein. C'est-à-dire que c'est des produits la standardisation était quelque chose de très commode quand même, hein, aussi. C'est-à-dire qu'on développe une formule, on la met sur le marché avec beaucoup de communication. On vend beaucoup finalement, on prend un peu le consommateur aussi pour un gogo, parce que quand on achète une lessive liquide, on achète 95% d'eau, 90 ou 95% d'eau. Et ça, évidemment, pour faire des marges en vendant 90 ou 95% d'eau, c'est assez facile. C'est assez facile, mais alors l'impact est lourd, parce qu'à partir du moment déjà où on a des formules liquide, il faut obligatoirement des conservateurs puisque les micro-organismes se développent par définition dans l'eau, donc il faut des conservateurs et on transporte en plus finalement quelque part de l'eau qui a là aussi un impact lourd sur l'environnement. Alors qu'effectivement on voit aujourd'hui, donc ça pendant 50 ans effectivement ça a été le cas, même les lessives en poudre. C'est un truc de fou parce que même les lessives en poudre, on peut s'imaginer que quand on achète de la poudre, on achète quelque chose de concret. Mais il y a ce qu'on appelle les matières de charge dedans, c'est-à-dire qu'on met dedans des poudres qui ne servent à rien, mais qui diluent les produits vraiment efficaces dedans et qu'on vend au même prix que la lessive quelque part. Donc c'est pareil, on dilue l'efficacité pour faire davantage de marge. Donc ça, pendant 50 ans, on a vu ce type de raisonnement se développer et c'est aussi contre ça que j'ai voulu lutter à mon petit niveau en disant il existe des produits tout simples, donc ce fameux bicarbonate que j'avais eu l'occasion, sur lequel j'ai travaillé, donc, dont je suis devenu un petit peu un expert, il existe des produits simples qui sont polyvalents et sur lesquels on ne vous vend pas de vent ni d'eau finalement, puisque c'est un produit sec et c'est 100% bicarbonate quelque part. Mais est-ce que le consommateur il est au courant en gros qu'on le prend effectivement pour un gogo? De plus en plus. De plus en plus. Et c'est un peu la magie de cet énorme, comment dirais-je, fond de connaissances qu'est Internet, qui est le meilleur comme le pire, mais qui dans ce cas-là est plutôt le meilleur. C'est que
tout ça, ça finit par se savoir. Et aujourd'hui, les consommateurs sont quand même beaucoup plus informés de ça et ne veulent plus se faire prendre pour des gogos. Donc les choses évoluent très vite. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur les grands producteurs donc de ces produits d'entretien à travers le monde? Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu voilà, la topographie de ces produits, tu veux dire des produits d'entretien? Les produits d'entretien, quels sont les très grands fabricants, producteurs on les connaît, mais je veux dire, ce sont des grands groupes et j'ai pas forcément, je suis pas le plus compétent là-dessus, mais bon, des grands groupes comme Unilever, Procter & Gamble ont été les premiers artisans de ce lavage de cerveau quelque part qui a conduit les consommateurs à consommer un peu n'importe quoi. Donc je ne suis pas là pour dénoncer parce que ça ne sert à rien. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ces entreprises, ce sont des gens respectables comme vous et moi. Mais il n'empêche que l'intégralité du système nous a poussé évidemment à l'hyperconsommation et à une consommation qui a échappé au bon sens. Complètement, qui a échappé au bon sens écologique, qui effectivement, bon, c'est un peu une tarte à la crème, mais qui n'a plus suivi que des logiques de rentabilité en écartant tout le reste finalement, ou en faisant on va dire des espèces de simagrées de règles pour protéger la santé et l'environnement. Si c'est vrai qu'il y a eu quand même des contre-pouvoirs et qu'il y a quand même heureusement des autorités de régulation qui ont évité quand même qu'on aille trop loin. Mais il n'empêche qu'on est arrivé à des choses qui ont échappé complètement au bon sens commun. J'ai discuté une fois avec une entreprise qui fabriquait en sous-traitance des pastilles pour le lave-vaisselle, par exemple. Moi, j'étais complètement sidéré de me rendre compte que les verres, ils deviennent blancs. Au bout de quelques mois dans le lave-vaisselle, ils deviennent blancs et on ne réussit plus à les ravoir quelque part. Et en fait, ce petit industriel m'expliquait que dans les pastilles de lave-vaisselle, il y a des produits et des acides en particulier qui sont particulièrement efficaces pour nettoyer la vaisselle, mais qui attaquent également le verre, qui finissent par attaquer le verre et le rendre poreux. Ce qui fait qu'en fait, il finit par avoir cet aspect un peu blanchâtre et on a des verres dont on a l'impression qu'ils sont jamais... Et moi, je pensais bêtement que c'était le calcaire. Et en fait, c'est pas du tout le calcaire, c'est parce que les verres finissent par être bouffés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme parade? Ils ont trouvé des résines qui sont intégrées maintenant dans les pastilles et qui viennent recouvrir le verre à la fin du processus de lavage et qui lui redonnent du brillant. Donc en fait, quelque part, ils vous vendent le poison et l'antidote, si j'ose dire, ce qui fait que votre verre, il reste brillant, mais seulement si vous utilisez la pastille qui bouffe le verre dans un premier temps et qui le recouvre d'une résine dans un deuxième temps. Donc on arrive à des trucs, et il me disait qu'on peut avoir des verres qui perdent jusqu'au tiers de leur poids, tellement ils finissent par être bouffés par ces acides qui sont effectivement très efficaces pour le lavage, mais qui bouffent les verres, qui bouffent le verre. Donc mettre moins de produits de qualité pour vendre des produits peu chers et faire descendre les prix. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre par rapport aussi aux attentes du consommateur? Tu as parlé de la mousse. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui ont été utilisés aussi parce que c'était flatteur? Même si c'était nocif, on savait que ça allait faire vendre, ça allait être un argument de vente. Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit qui n'est pas dans le domaine des produits d'entretien. Finalement, c'est la cosmétique, mais finalement, là, je vous parlais presque de cosmétique des verres de table, hein, mais là, on va parler de cosmétique, mais de la vraie cosmétique. Par exemple, un gel douche, généralement, quand vous vous lavez avec un savon, vous n'avez pas la même sensation qu'avec un gel douche. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que le savon, surtout quand il s'agit d'un savon de Marseille qui est un peu rêche, on va dire, mais qui est un très bon savon, mais qui est un peu rêche, on a l'impression que la peau est décapée. Donc les gens n'aiment pas cette sensation. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez un gel douche, le gel douche laisse un dépôt sur votre peau qui vous donne l'impression d'avoir la peau lisse et la peau souple quelque part. Mais ce dépôt qui reste sur votre peau, finalement, l'étouffe complètement. Et c'est comme ça qu'on finit par se retrouver avec des maladies de peau, parce que les pores sont bouchés, parce que la peau ne respire plus, parce que la peau ne peut plus exercer son rôle d'intermédiaire finalement avec l'extérieur, etc., etc. Donc en fait, nous, on s'est rendu compte à la compagnie du bicarbonate que
des gens qui utilisaient des gels douche depuis toujours et qui passaient à des savons, à de bons savons naturels, finalement résolvaient leurs problèmes de peau, quelquefois en quelques jours ou quelques semaines, alors qu'ils le traînaient depuis des années. Et c'est ça quelque part que le consommateur commence à comprendre. C'est que un produit qui vous donne l'impression de vous faire du bien, finalement, n'est pas forcément un produit qui est bon pour vous. Et ça c'est une prise. Si les savons naturels sont en train d'exploser complètement, au bon sens du terme, c'est que justement il y a une prise de conscience très forte là-dessus. Et qu'il y a plein de petits savonniers qui se recréent un petit peu partout, même au niveau, un peu comme les brasseries. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des petites brasseries qui se sont recréées comme ça pendant, ça fait 20 ans ou 30 ans que ça existe. Et bien là c'est pareil, il y a plein de petits savonniers qui sont en train de se recréer. Alors ils tâtonnent un peu au début, leurs savons ne sont pas forcément formidables au début. Et il faut faire attention parce que créer un savon, si on laisse trop de soude dedans, c'est pas forcément l'idéal, surtout avec de la saponification à froid. Mais il n'empêche qu'une fois qu'ils savent faire de bons savons, c'est une véritable bénédiction, parce qu'encore une fois, je vous dis, ces gens qui découvrent les savons ne reviennent plus jamais au gel douche après, parce qu'ils se rendent compte que pour leur peau, c'est quand même incomparablement meilleur que de mauvais gel douche. Avant de revenir au savon et de clôturer donc le problème de ces produits qui sont pas très sympathiques pour l'environnement et pour notre santé, au niveau des parfums, les parfums de synthèse, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu peux parce que moi j'y connais rien, lister un peu les produits qui ont été utilisés dans tous ces produits d'entretien? Donc c'est quoi? C'est des agents de texture, tu as parlé de la charge, il peut y avoir... Enfin, en gros c'est quoi Alors il faut faire la distinction, il y a les matières de charge ou l'eau, c'est pas forcément négatif, c'est simplement le fait qu'on transporte des choses qui servent à rien et qu'on abuse quelque part le consommateur en lui vendant des choses qui lui servent à rien au prix. Alors les parfums, alors ça c'est un monde que je connais pas, donc je me prononcerai pas dessus. Là où j'ai la prise de conscience très forte que j'ai eue avec les parfums, c'est quand j'ai compris qu'il n'y avait plus une molécule naturelle dans un parfum aujourd'hui. Les parfums des grandes marques, il n'y a plus une molécule naturelle dedans, quasiment. Ce sont que des molécules de synthèse, parce que c'est beaucoup plus simple à reproduire, à normaliser, etc., etc. Alors il y a probablement des petits parfumeurs qui retravaillent sur les huiles essentielles, etc., et heureusement, mais c'est encore très anecdotique et peu accessible au grand public. Mais il faut quand même comprendre que quand on achète un parfum, et moi j'en achète encore, je le reconnais humblement parce que je n'ai pas vraiment trouvé de substitut, mais un parfum de grande marque, il n'y a plus une molécule naturelle dedans. Il n'y a plus une molécule naturelle dedans. Donc, sachant en plus que comme ils n'ont pas l'obligation de révéler leur formule, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans un parfum. Les gens qu'on côtoie à la compagnie du bicarbonate, nos clients entre autres, j'en connais pas qui font machine arrière par la suite. Et le bouche à oreille fonctionne à plein. Le marketing aussi a pris le pas sur aussi une certaine transmission qui se faisait de génération en génération, qui étaient généralement des transmissions positives, puisqu'elles étaient transmises par l'amour finalement. Une mère, a priori, ne transmet à sa fille que des choses qu'elle a éprouvées elle-même, dont elle connaît la valeur et l'impact positif. Par contre, quand c'est une pub à la télé, on en est un petit peu moins sûr. Hein. Donc, désapprendre, ça passe par le bouche à oreille positif, qui peut... Internet peut être un vecteur d'ailleurs, hein, de transmission positive. Mais il faudrait effectivement peut-être, alors ça c'est un sujet encore beaucoup plus vaste, mais je pense que l'éducation devrait avoir un rôle important à jouer là-dedans. L'éducation aussi de personne à personne et pas simplement par Internet. Tout ça, ce sont d'énormes enjeux pour que les gens prennent davantage conscience de ce qui peut être bon pour eux, moins bon pour eux, pour la planète également. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir donc au moment où tu as été recruté par Solvay? Pourquoi tu as accepté ce poste et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire?
Ah, mais moi, Solvay, j'ai postulé et j'étais très heureux de rentrer chez Solvay. Solvay était pour moi, et je reste complètement catégorique là-dessus, était une très belle boîte. Ça fait 12 ans que je l'ai quitté maintenant. J'y ai croisé des gens absolument formidables et j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Alors j'étais persuadé de l'impact positif de l'industrie. Comme je te le disais, moi j'étais un industriel dans l'âme, hein, et j'avais vraiment envie de participer à l'aventure industrielle, à mon petit niveau à moi. Après, l'industrie, c'est un peu le meilleur et le pire aussi, c'est-à-dire que ça a permis quand même à des millions de personnes d'accéder à des produits d'hygiène, etc., etc. Et puis après, je pense qu'il y a eu vraiment ce basculement, ça a été à l'après-guerre, hein, probablement, vers un emballement où on s'est décidé à produire de plus en plus, à vendre de plus en plus, des produits de moins en moins bonne qualité. Et là, finalement, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire à mon niveau, c'est de freiner cette hyperconsommation sur des produits qui ne sont que du concentré d'utile quelque part, hein, et c'est ce que je fais moi-même au quotidien, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir une approche d'écologie pragmatique. On en a parlé, c'est-à-dire que par exemple Solvay qui a fabriqué des plastiques était à mon avis pas du tout condamnable parce qu'ils fabriquaient des plastiques et parce qu'ils ont développé des plastiques de très haute technicité, mais simplement c'est l'usage qu'on en a fait par la suite. Le plastique n'est pas une matière à diaboliser, parce que quand on l'utilise vraiment là où il est intéressant et où on essaye de ne pas en abuser, ça peut être un auxiliaire quotidien très, très positif. Mais c'est l'hyperconsommation qu'on en a fait par la suite. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on ait des produits de mauvaise qualité qui coûtent pas cher, alors qu'on aurait dû continuer à finalement avoir des produits de bonne qualité qui coûtent un peu plus cher, mais qu'on garde beaucoup plus longtemps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'aventure de la compagnie du bicarbonate, avec ces flacons rechargeables qu'on a fait au début. Tout le monde m'a dit, mais les flacons rechargeables, ça ne marchera jamais. Et ben, ça marche aujourd'hui parce que les gens ont compris qu'un flacon en plastique, ben finalement, si on le réutilise autant de fois qu'on le peut, et ben l'impact du plastique, on finit par le diminuer presque à l'infini, quoi, finalement, quelque part. Donc le plastique, ça ne casse pas. Donc c'est pas dangereux pour les enfants. Ça se transporte, ça pèse beaucoup moins lourd que le verre, hein. Le verre, c'est une matière absolument fascinante, mais c'est une densité de 2,5 le verre. Là où le plastique, je voudrais pas te dire de bêtises, mais le plastique ça doit être des densités de 0,05 ou quelque chose. Donc vous voyez, lorsqu'il s'agit de le transporter, le verre ça fond à 1200-1400 degrés. Le plastique ça fond à 200 degrés. Donc quand il s'agit de le produire, évidemment, c'est beaucoup moins d'énergie. Quand il s'agit de le recycler, c'est pareil, pour le faire refondre, c'est beaucoup moins d'énergie. Donc il y a tout ça. Et quand, encore une fois, on l'utilise en essayant d'en restreindre l'utilisation le plus possible, bah finalement, on finit par réussir à revenir sur quelque chose de bon sens. De bon sens. Donc c'est cette hyper-consommation, cette jetabilité finalement de notre consommation contre laquelle il faut lutter absolument. C'est ça la priorité. Donc tu me disais qu'à Solvay, ils t'avaient engagé pour justement relancer l'activité bicarbonate, c'est ça? Ah non, pas relancer, parce que l'activité au bicarbonate se portait déjà très bien, hein. Il y avait deux grands intervenants dans le monde du bicarbonate à l'époque, un américain qui s'appelle Church & Dwight et Solvay. À l'époque, l'américain était le premier producteur mondial de bicarbonate. Solvay a grignoté petit à petit et est devenu le premier producteur mondial à l'époque où j'étais dans l'équipe. Donc, mais Solvay est très éloigné du monde des consommateurs en fait, alors que Church & Dwight aux États-Unis vendait déjà à l'époque beaucoup de bicarbonate aux Américains, et si vous allez aux États-Unis, c'est assez rigolo parce que Church & Dwight a une marque qui s'appelle Arm & Hammer,
hein, qui est connu de pratiquement tous les Américains. C'est le Arm & Hammer, donc le logo, c'est un bras et un marteau, en fait. Hein. Je ne sais pas trop d'où vient mais tout le monde le connaît. Il y a une petite boîte de bicarbonate dans quasiment tous les foyers américains. Ils n'ont pas, malgré effectivement l'hyperconsommation, ils n'ont pas complètement perdu le contact avec ce produit un peu ancestral. Et donc Solvay, le bicarbonate se développait avec des applications industrielles très très bien. Et moi j'étais chargé d'étudier un certain nombre d'autres utilisations possibles du bicarbonate dans le domaine de la protection des plantes, dans le domaine de la parasitologie, etc. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris qu'il y avait vraiment des utilisations possibles à la maison qui valaient la peine d'être communiquées effectivement au grand public quelque part. Grâce à tes activités, tu t'es passionné pour le bicarbonate. Oui. Et Solvay a dit, nous, le marché B2C, contrairement aux États-Unis, c'est pas... C'est pas notre tasse de thé. Oui. J'ai donc travaillé sur un projet pendant un an, hein, vraiment un projet de lancement de produits à base de bicarbonate en grande distribution principalement. Donc là, j'ai réuni une espèce de collège d'experts autour de moi. J'ai travaillé avec des gens passionnants, des gens de la com aussi. J'ai travaillé avec Violaine Sanson, qui est la sœur de Véronique Sanson, qui nous a aidés à réfléchir à tous ces enjeux de communication, entre autres, chose sur laquelle j'étais absolument pas compétent. Et j'ai été présenter mon projet au comité exécutif de Solvay en leur disant, voilà, il semblerait qu'il y ait quelque chose à faire. On m'a écouté très poliment parce que les gens de Solvay, en tout cas à l'époque, j'espère que c'est encore le cas, étaient des gens bien élevés et bienveillants a priori, et m'ont dit si vous avez fait du bon travail, c'est très bien, c'est intéressant, mais c'est pas pour nous. Nous on est des industriels, on fait du B2B, et le B2C c'est éventuellement pour nos clients, les gens qui transforment notre bicarbonate, mais c'est pas pour nous. Donc je suis reparti un peu dépité, je suis allé retravailler sur des applications purement industrielles, purement techniques et industrielles, avec le centre de recherche. Et quelque part dans ma tête, je m'étais quand même dit, c'est dommage. C'est dommage. Et plusieurs années après, j'ai quitté Solvay, j'ai été directeur de l'innovation d'un autre grand groupe industriel et que j'ai quitté aussi. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Le bicarbonate, il faut lui donner, en France en tout cas, plus de visibilité qu'il n'en a. Et j'ai créé la petite compagnie du bicarbonate, ce blog, le blog Mon Bicarbonate, monbicarbonate.fr, qui est aujourd'hui le premier blog mondial francophone qui parle du bicarbonate. Et voilà, j'ai écrit un bouquin aussi parce que l'éditeur Erol, qui est basé à Paris, et qui est plutôt sur des bouquins techniques d'ailleurs, mais qui écrit de plus en plus qui de plus en plus sur le grand public, mais est venu vers moi en me disant vous avez l'air de connaître un peu le bicarbonate, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que c'est, comment ça marche, et sans langue de bois, décidément c'est un lapsus qui revient trop souvent, sans langue de bois, ce que c'est et vraiment comment on le fabrique, quelles sont ses forces, ses faiblesses, quels sont les enjeux, etc. Et puis des petites recettes, des trucs rigolos aussi pour que ce soit ludique. Et puis j'ai écrit ce petit bouquin et qui a bien marché, qu'on a réédité 2 fois en mettant des nouvelles explications, des nouvelles astuces liées d'ailleurs à ce que les gens attendaient. Aussi par le blog Mon Bicarbonate, les questions principales des internautes étaient accessibles au quotidien, puisque moi j'y répondais au quotidien, donc je savais ce qui intéressait les gens. Donc j'ai fait évoluer ce petit bouquin. Et puis voilà, année après année, le bicarbonate est revenu un peu sur le devant de la scène. J'y ai contribué à mon niveau. Parce qu'en France, les gens ne l'utilisaient quasiment plus. Non, on avait vraiment été complètement enseveli sous le marketing des produits industriels. Et le bicarbonate avait disparu. Tu trouvais du bicarbonate en grande surface, mais c'était uniquement avec le sel. Et c'était Cerebos, qui d'ailleurs a été une filiale de Solvay pendant une époque, mais qui est sortie du groupe dans les années 2000, 2005 ou 2006, je crois. Donc tu trouvais du bicarbonate, mais à côté du sel.
La baleine aussi en a fait aussi, et on le trouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans ces rayons-là. Mais c'était tout. Et finalement, très peu de gens l'utilisaient et le connaissaient, ne serait-ce que le connaissaient. C'était complètement confidentiel. C'était de l'extension de gamme pour des gens qui faisaient du sel. C'était pratique parce qu'en fait, les mêmes machines, les mêmes contenants, etc. Et puis, il y avait quand même quelques utilisateurs du bicarbonate, donc c'était rentable, ça vivotait à côté du sel. C'était tout ce qu'il y avait à l'époque. Donc quand tu as lancé la compagnie du bicarbonate, hein, tu t'es dit donc il y a un marché, j'ai envie d'être acteur, voilà, de favoriser donc la vente de produits bons pour la santé des gens et de l'environnement. Est-ce que tu savais pour quel usage tu souhaitais démarrer la compagnie et quels ont été les débuts de la compagnie? Et est-ce que ça a été plus facile, plus difficile pour convaincre les gens, et comment ça s'est passé au début? Alors, convaincre les gens, j'ai pas eu. Alors déjà, j'ai voulu créer un outil, comme je te le disais, de réponse aux questions. J'ai créé ce blog qui finalement est une visite virtuelle de la maison et qui permet en fait d'aller voir point par point ce qu'on peut faire avec le bicarbonate dans la cuisine, dans le jardin, pour la piscine, etc. etc. Et donc, et là très vite l'audience a monté. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement le pari avait beaucoup de chances d'être gagné. Et bon, ensuite j'ai aussi proposé des granulométries différentes de bicarbonate, du grain très fin, du grain moins fin, ce que personne ne faisait à l'époque. J'ai lancé ce concept de flacon rechargeable aussi, auquel personne ne croyait, et qui permet encore une fois de diminuer énormément l'incidence du plastique. Beaucoup le font aujourd'hui, mais il y a 12 ans, enfin 11-12 ans maintenant, personne ne faisait de flacon rechargeable. Et tout le monde m'avait dit, tu verras, ça va pas marcher. Mais nos clients, enfin ceux qui sont venus à nous, y ont cru tout de suite, parce que c'était probablement des gens qui avaient déjà des convictions et qui y croyaient eux-mêmes. Donc en fait, et puis il y a eu le bouche à oreille. Le fait qu'en ayant un flacon rechargeable, ça fidélise finalement le client, parce qu'il achète le flacon. En plus, il y a plein d'astuces sur le flacon qui permettent de très vite comprendre ce qu'on peut en faire. Et puis un joli flacon, on le met sur le lavabo, on le met sur l'évier, mais on ne le planque pas forcément. Avant, on pouvait acheter du bicarbonate avant nous, mais c'était dans des boîtes en carton moches et pas du tout pratiques, difficiles à ouvrir, difficiles à verser, etc. Puis qu'on finissait par mettre au fond d'un placard et qu'on n'utilisait pas. Nous, nos petits flacons, ils étaient sympas, marrants, rechargeables, etc. Donc en fait, les gens ont vraiment accroché, et puis c'est petit à petit, comme ça, c'est parti. Sur le site, et puis après, il y a des magasins qui sont venus nous voir, qui nous ont dit ah ben on a vu ça, c'est sympa, on aimerait bien les vendre aussi. Donc on leur a proposé effectivement d'acheter en plus grande quantité et de mettre sur leurs étagères des magasins bio, des jardineries aussi. Enfin, on a travaillé beaucoup avec des jardineries. Puis voilà, petit à petit, la mayonnaise a pris. Au rythme où tu pensais, ou plus rapidement ou moins rapidement? Tu sais, c'est difficile de se projeter. J'ai douté à certains moments, mais j'ai vu quand même que tous les ans, on progressait tous les ans, et finalement, pendant un an ou deux, j'ai eu la vie d'un petit patron, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas payé, voilà, j'ai fait passer l'entreprise avant moi, et j'y ai commencé à y... En fait, paradoxalement, quand j'étais tout seul, j'y croyais pas, enfin j'y croyais, mais il a bien fallu que j'y croie, mais c'est finalement lorsque l'équipe a commencé à se constituer et que une vraie dynamique d'équipe s'est créée, que là j'ai commencé à davantage prendre confiance, et puis à partir plus loin. Et maintenant, je pense que plus personne ne doute, quoi, que c'était quelque chose d'intéressant à apporter. Donc on peut dire qu'en France, tu as été pionnier pour le coup du développement du bicarbonate. Je pense qu'on peut le dire, oui. C'est pas... Alors maintenant, j'ai pas la prétention d'être un bienfaiteur de l'humanité pour autant, hein. Mais oui, la petite compagnie du bicarbonate a vraiment été la pionnière de la redécouverte du bicarbonate en France, oui. Un petit peu en Belgique aussi. Ouais. Et vous avez donné envie à d'autres de faire la même chose?
Oui, maintenant, il y a plein de gens qui vendent du bicarbonate, ouais. Ouais, bien sûr. Et puis c'est très bien, c'est génial, finalement, quelque part. Donc c'est sûr que, et finalement, le marché se développe, on capte une partie du marché, d'autres en captent une autre, et puis voilà, on a contribué à ça, et il faut qu'on continue à contribuer à ça par d'autres voies que le bicarbonate, parce que si on reste uniquement sur le bicarbonate, évidemment l'entreprise et d'ailleurs on a vite utilisé d'autres produits, hein, le vinaigre, les cristaux de soude, les savons sous toutes leurs formes, voilà, souvent avec des partenariats avec d'autres PME d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous dans ces domaines-là, mais voilà, et effectivement il y a d'autres gens qui vendent du bicarbonate, et tant mieux, et il le faut, et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas qu'on ne fasse que ça, parce que sinon à terme, évidemment, on est mort. C'est ce qui est normal. Parce que quoi? Il y aura des économies d'échelle avec des gros qui vont se positionner? Alors il y en a déjà, il y a déjà effectivement des gros maintenant, allez, ça me fait sourire un petit peu, mais tous ceux qui nous ont entraînés dans cette hyperconsommation complètement aberrante et destructrice, aujourd'hui ont des gammes un petit peu comme la nôtre, et vendent du bicarbonate, de l'acide citrique, des cristaux de soude, du vinaigre, des machins, des trucs comme ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait mais ça c'est du greenwashing complètement opportuniste. Nous, la force qu'on a aujourd'hui, et ce qu'on nous reconnaît, c'est d'avoir été un pionnier, et qu'on a été sincère là-dessus dès le début, et qu'on s'est positionné là-dessus et uniquement là-dessus. Bon, voilà, maintenant, effectivement, les gros, ils ont des réseaux de distribution énormes, donc c'est vrai qu'ils captent une énorme partie du marché aujourd'hui. C'est quoi les taux de progression de vente du bicarbonate? Je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça va probablement se tasser un petit peu, parce qu'on va atteindre une certaine maturité, mais on est sur à mon avis, multiplié, enfin plus 50 à plus 100% par an. Je pense, ouais. Sur la vente de bicarbonate au grand public, on est à peu près sur ces dernières années, on était à peu près sur ces progressions-là. Et pourquoi ça va s'arrêter? Parce qu'il y a combien de pourcentage de la population aujourd'hui qui utilise du bicarbonate? Ça reste faible à mon avis, moi je dirais 10-15%, 15% peut-être. Donc il y a encore des marges de progression, mais je pense qu'il y a des gens qui l'utiliseront peut-être jamais. Parce que, et pour cette fraction finalement des consommateurs, il faut des produits tout faits, mais des produits de qualité, quoi. Et il y a ceux qui le feront eux-mêmes, avec nos petites astuces qu'on est en train de développer en ce moment. Et puis il y a ceux qui le feront jamais eux-mêmes parce que ça ne les intéresse pas et parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que voilà. Et ceux-là, il faudra leur faire finalement la même chose, mais tout prêt. Et revenir à des trucs plus simples. Pour quel usage on utilise principalement du bicarbonate en France aujourd'hui pour le particulier? Alors en termes de quantité, alors on avait fait, il faudrait qu'on le refasse d'ailleurs, grâce à notre base de données clients et notre base de données sur le site, enfin sur le blog, on avait interrogé effectivement les internautes sur leur usage du bicarbonate. Donc allez, on va dire que l'usage en termes de volume principal, c'est peut-être la lessive, c'est-à-dire le fait d'en mettre un petit peu dans la lessive pour consommer moins de lessive classique, ou quasiment on peut presque remplacer la lessive par le bicarbonate en y mettant un peu de savon, etc. Donc ça, je pense que c'est le plus gros volume quelque part. Après, dans la cuisine, on utilise aussi beaucoup le bicarbonate dans la cuisine. On l'utilise en cosmétique aussi, pour fabriquer ses propres cosmétiques soi-même. On peut en mettre dans le bain aussi pour adoucir un petit peu, neutraliser le calcaire et adoucir l'eau. Donc là, ça peut faire... à la piscine aussi. Il y a de plus en plus de piscines. Alors ça, sur le plan écologique, c'est un vrai enjeu assez lourd. Mais les gens se rendent compte qu'en stabilisant l'eau de leur piscine avec du bicarbonate, ils utilisent beaucoup moins de produits de réactifs par la suite pour stabiliser la piscine. Donc il y a de plus en plus de bicarbonate qui est utilisé dans la piscine. Donc ça, c'est d'assez gros volumes aussi.
puis voilà, il y a plein d'autres petites utilisations qui se développent, mais c'est beaucoup ça. Ouais. Et donc toi, de par cette première utilisation du bicarbonate, tu as voulu donc élargir ta gamme, donc ça on va y venir. Tu es passé à quel autre type de produit? Et qu'est-ce qui marche pareil au niveau du marché? Est-ce que tu peux donc citer et surtout ce qui marche le mieux aussi? Alors tous ces produits se développent. Moi je pense qu'il y a encore des pépites à découvrir et des produits vraiment intéressants bon, ça je vais peut-être le garder pour moi aujourd'hui puisque c'est un peu ce qui fait aussi notre force, c'est justement de découvrir un peu ces nouveaux produits. Mais on constate effectivement que le vinaigre par exemple est un produit qui se développe énormément. Dans nos grands partenaires sur le vinaigre d'ailleurs le constatent aussi et se développent beaucoup. Donc ça c'est un produit qu'on a intégré à notre réflexion parce que le vinaigre est aussi un produit naturel qui se fabrique de façon vertueuse, même si c'est aujourd'hui vraiment un produit industriel. Et ensuite j'ai redécouvert ou découvert tous les savons et les processus de saponification, ce qui nous a amené d'ailleurs à établir des partenariats avec certains savonniers à Marseille pour combiner le bicarbonate avec des savons. Donc là on a développé des formulations de savons au bicarbonate qui sont complètement copiées. Là maintenant ça y est, on est copié abondamment, mais sur lesquels on est resté les seuls pendant quelques années. En particulier un savon détachant de savon de Marseille dopé au bicarbonate qui marche vraiment formidablement bien. Donc ça c'était qu'on appelait le lingot parce qu'à Marseille, nos partenaires qui les ont vendus un petit peu à Marseille aussi, les gens disaient que c'était tellement efficace que c'était de l'or en barre. Donc en fait, et comme c'est doré un petit peu et que ça a à peu près les proportions d'un lingot, on l'a appelé le lingot. Donc c'est notre lingot de bicarbonate. Et puis après, on a fait le scrub qui est un savon là par contre pour se laver les mains, mais avec du bicarbonate gros grain pour avoir un côté rugueux. Et pour se laver les mains, on a rajouté de l'huile d'amande douce aussi avec notre partenaire de Marseille pour que ce soit plus agréable aux mains, puis des huiles essentielles. Donc voilà, ensuite on a redécouvert les savons. Grâce à nos partenaires aussi, donc ça a été le savon noir aussi, qui est un produit assez extraordinaire basé sur l'huile de grignon d'olive et la saponification de l'huile de grignon d'olive. Donc ça c'est un produit qu'on a redécouvert aussi. Et puis après il y a eu les cristaux de soude qui sont du carbonate de sodium en fait, mais sous une forme plus concentrée, donc plus écologique. Il y a eu l'acide citrique que j'ai découvert beaucoup plus tardivement. Le percarbonate de sodium aussi qui est un produit très intéressant, qui combine les cristaux de soude et les propriétés des cristaux de soude et de l'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène, donc qui est une alternative à l'eau de Javel, vraiment très intéressante aussi, produit je pense qu'on a largement contribué à faire redécouvrir, découvrir ou redécouvrir. Maintenant tout le monde en fait aussi, donc on a été un peu pionnier là-dedans aussi. Et puis voilà. La star ça reste le bicarbonate, en tout cas chez nous, mais c'est normal parce qu'on est quand même très typé bicarbonate. C'est le nom de la compagnie, la société. Voilà, et c'est notre ADN d'origine. Maintenant, encore une fois, je suis persuadé que tout le monde ne passera pas à ces produits-là parce que voilà, ou alors n'y passeront que si vraiment on a des produits. Il faut avoir des produits faciles à utiliser. Dès qu'il y a un savon de Marseille, c'est super. Mais les gens vous disent qu'un cube, c'est pas facile à attraper, que ça glisse sur le lavabo, que voilà, ça n'a pas forcément la bonne odeur à laquelle on s'attendrait. C'est une odeur assez typée qui ne plaît pas à tout le monde, etc. Donc en fait, si on veut que tout le monde y passe, il faut aussi avoir peut-être le savon qui sera d'une forme un peu différente, qui ne va pas glisser sur le lavabo, qui va être dans le présentoir bien adapté, etc., etc. Donc il faut travailler énormément sur l'univers d'utilisation de ces produits-là si on veut que tout le monde les utilise. Parce qu'il faut qu'ils deviennent progressivement aussi faciles à utiliser que les produits industriels actuels. Donc c'est ça tout l'enjeu en fait, c'est que là on a les pionniers, les 15-20% de la population qui sont convaincus et qui font les efforts nécessaires. Puis après si on veut que les autres y passent aussi, il faut que ça devienne aussi facile à utiliser que tout le reste.
Mais voilà, donc il faut travailler sur l'ergonomie, il faut travailler sur l'environnement d'utilisation du produit, comme je le disais. Il faut travailler sur peut-être des petites formulations simples, là où les produits monocomposants ont leurs limites. Et il faut travailler sur tout ça, mais on va y arriver. À mon avis, c'est irréversible maintenant. C'est-à-dire que les gens vont vraiment de plus en plus demander à savoir ce qu'il y a dedans, à comprendre et à acheter un produit en pleine conscience quelque part. Parce qu'on a trop pris, encore une fois, le consommateur pour un gogo et on s'est trop moqué de lui, je crois, vraiment sur ces dernières décennies, pour que collectivement, individuellement et collectivement, on accepte de continuer à être dupe de cette façon. L'idéal, ce serait qu'on puisse avoir des gens des petits savonniers locaux qui font des produits de qualité et qui les distribuent localement. Alors le bicarbonate, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, il faut quand même des grosses installations pour fabriquer du bicarbonate et des fabricants de bicarbonate locaux. Moi, j'aimerais bien le devenir, mais c'est techniquement absolument impossible aujourd'hui. Le vinaigre, c'est pareil. Il faut je pense qu'en termes de distribution, peut-être qu'il pourrait y avoir des petits acteurs locaux, je ne sais pas. Là, je suis pas devin et moi, mon souhait, c'est qu'effectivement, il y ait des acteurs locaux qui distribuent localement, évidemment. Mais c'est sans doute un petit peu aussi une vue de l'esprit. Je pense que pour des produits comme le savon, ça peut se faire. Comme ça marche aujourd'hui sur la bière, hein, ou peut-être sur le bicarbonate, sur l'acide citrique par exemple, c'est quand même de l'industriel. Même si c'est de l'industriel vertueux, plus vertueux que d'autres, ça reste quand même de l'industriel. Donc quand on est un industriel, on attend aussi des clients qui ont des grosses capacités d'achat, des grosses capacités de distribution. Donc ça risque d'être difficile d'avoir quelque chose qui se fait au niveau local. On est encore aujourd'hui au niveau mondial sur ces deux grandes techniques de fabrication du bicarbonate, la fabrication au trona, hein, donc qui se base sur l'extraction d'un minéral qui est un mélange de carbonate et de bicarbonate qui est chauffé, donc qui se transforme entièrement en carbonate et qui est ensuite rebasculé en bicarbonate avec un bullage au CO2, ou alors la méthode dite Solvay, qui est la mise en œuvre, enfin l'utilisation du carbonate de calcium, du calcaire naturel, du sel gemme naturel et la combinaison des deux pour faire d'abord ce qu'on appelle du bibrut, hein, du bicarbonate brut, puis du carbonate, et à nouveau on repasse au bicarbonate, mais cette fois-ci purifié. Donc voilà, donc il y a une méthode industrielle qui est liée au fait qu'on n'a pas de trona, on n'a pas ce minéral de trona naturel en Europe, donc on est obligé d'utiliser d'autres techniques. Mais une entreprise comme Solvay exploite les deux, qui est maintenant complètement mondiale, exploite les deux techniques de fabrication. Aux États-Unis, la méthode Otrona, et en Europe, la méthode Solvay d'origine. Et il y a une troisième méthode, hein, qu'on connaît assez peu, qui est l'exploitation du bicarbonate naturel, mais malheureusement il y a très peu de gisements. Ça s'appelle la nacolite, qui est un bicarbonate naturel quasi exploitable quasi immédiatement, quoi. Donc il suffit de puiser dans le sous-sol et de raffiner un petit peu et puis de commercialiser par la suite. Mais ça, il y a malheureusement très peu de gisements. Alors, c'est dans le Colorado. Il y a une entreprise qui s'appelle Natural Soda, qui est une entreprise américaine, qui est une des seules entreprises mondiales à avoir un bicarbonate. Alors ça, c'est l'idéal, hein, mais c'est aux États-Unis. Alors faire venir effectivement du bicarbonate des États-Unis alors qu'on en a à 300 km de l'entreprise, ce serait un peu aberrant, mais il y a effectivement cette possibilité-là aussi. Ouais. Donc matière première trona ou calcaire, il y en a à profusion, c'est une matière première Alors, il n'y aura pas de pic de trona ou de calcaire un jour? A priori, bon là je ne suis pas hyper compétent là-dedans, mais je pense que les gisements de trona sont très très importants. A priori, le calcaire et le sel sont des ressources qui sont le calcaire est
quasi universel et a priori il n'y a pas de problème en tout cas de ressources. Le sel gemme, c'est pareil, il y a des dépôts absolument gigantesques dans l'est de la France et un petit peu partout sur le sol européen. Donc a priori non. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. On peut fabriquer du bicarbonate en piégeant du CO2 d'origine industrielle aussi, donc ça c'est un peu dans l'autre sens, une fabrication de bicarbonate dérivé. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont penchées sur ces applications-là, enfin sur ces travaux-là. Ça existe aujourd'hui, on peut faire du bicarbonate en captant le CO2. Oui, absolument. Ouais. Il y a même des acteurs qui se sont installés là-dessus. Alors il y a des gens qui travaillent là-dessus, même dans le Bordelais. Je sais qu'il y avait le processus de fabrication du vin génère du CO2 et je sais qu'il y a, je ne me souviens plus exactement, mais il y a une grande maison de Bordeaux qui récupérait le CO2 généré par sa maturation, alors ses processus de fabrication de vin, pour faire du bicarbonate derrière. Ouais. De la même qualité que celui que vous utilisez ? Oui, absolument. Oui, ils sont capables de faire des produits tout à fait de qualité. Ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on revoie un peu. On a été en contact avec eux. Je ne sais plus trop où ça en est, mais on avait été approché effectivement pour éventuellement faire la distribution de ce bicarbonate-là. Donc il y a plein de choses. Le bicarbonate est un produit extraordinaire. Tu dis que tu as encore, il y a plein de choses à faire, mais que tu préfères le garder pour toi, parce que tu as des idées pour la suite. Comment... Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des produits. Encore une fois, il faut... je ne vais pas parler de rétro-innovation, mais c'est un terme qui me plaît beaucoup. C'est qu'il y a aujourd'hui des solutions qui existent, mais qui sont pas, ou qui ont été oubliées, qui existaient, qui ont été oubliées. Enfin, il y a plein de choses à revisiter comme ça. Et il y a plein de choses à revisiter, il y a plein de choses à ne surtout pas réactiver, mais il y a des choses à revisiter, il y a des choses à réétudier avec la science, les moyens scientifiques qu'on a aujourd'hui, et donc dont on peut évaluer avec beaucoup plus de pertinence l'intérêt, l'impact, la toxicologie, l'écotoxicologie, etc. Donc voilà. Et donc j'ai en tête un certain nombre de produits qui ont été effectivement un petit peu oubliés et qui pourraient être remis sur le devant de la scène en revalidant effectivement leur intérêt et leur innocuité, hein, finalement. Donc voilà, ouais, il y a plein de choses à faire encore. On a vraiment abordé plein de thèmes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées que tu aimerais aborder ? Non, c'est peut-être juste un message à faire passer, c'est que les objets, finalement, les objets ont une âme, hein, et qu'il faut la respecter. Quand je parlais d'être conscient de la valeur de chaque objet que l'on utilise au quotidien, c'est quelque part le premier pas vers l'écologie, parce que si on voit toutes les ressources, autant sur le plan matériel que sur le plan humain, en termes d'intelligence collective, d'intelligence humaine qu'il y a dans un objet, ça donne envie de le faire durer plus longtemps, de l'utiliser à meilleur escient, de pas le galvauder. Et puis finalement, c'est la meilleure façon de faire de l'écologie, quelque part. Et voilà, c'est ça, c'est cette petite prise de conscience que j'ai faite moi à mon niveau. Il y a plein de gens qui sont en train d'en être, mais de commencer à en être conscients. Et c'est là-dedans que je veux continuer à m'investir. Alors toi, tu as cédé ton entreprise récemment. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu vas faire ? Moi, je vais continuer un petit peu dans le bicarbonate, parce qu'il y a une application du bicarbonate sur laquelle j'avais travaillé justement. Je l'avais évoqué rapidement là, en parasitologie, pour lutter contre certains parasites de façon beaucoup plus naturelle qu'avec des molécules organiques qui sont d'ailleurs en train d'être supprimées les unes après les autres, parce qu'on se rend compte qu'elles sont vraiment très dangereuses. Donc voilà, j'ai créé une petite entreprise avec un ami. On a racheté des brevets à Solvay.
On a racheté une marque aussi que j'avais contribué à développer chez Solvay à l'époque où j'y étais. Et puis donc on a aussi racheté l'activité, cette petite activité dont Solvay voulait se séparer, et je vais avoir à cœur de la redévelopper, de la faire connaître davantage. Et donc c'est un produit qui s'appelle le Biprotec et qui est un composé de bicarbonate avec d'autres poudres minérales naturelles selon un process de fabrication un petit peu spécifique. Et voilà, donc je vais m'investir. Là, c'est vraiment un marché de niche, hein, si j'ose dire, qui est beaucoup plus pointu peut-être que le bicarbonate seul. Mais voilà, c'est un nouveau challenge avec un ami sur lequel je vais me lancer. Ça va m'occuper pendant un petit peu de temps, je pense encore. Super, merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup à toi, Catherine, de m'avoir écouté. Chamengo.